Bonjour, bonjour. Alors, je m'appelle Boniface Bailly. Je suis professeur d'anthropologie médicale à l'Université de l'Alberta et au campus Saint-Jean. Alors, c'est encore un grand plaisir d'être invité à ce deuxième symposium, vous voyez, du SICAF. Et pour cette thématique, je propose de réfléchir sur une situation, j'allais dire, assez particulière parce que, euh, comme tout le monde le sait, le contexte des crises est toujours en général pénalisant pour les personnes qui sont déjà en situation de fragilité. Voyez-vous, donc, le thème que j'ai proposé, c'est COVID-19 et réorganisation professionnelle en milieu hospitalier. Quels impacts pour les minorités? Alors, je dirais un mot pour indiquer de quelle minorité je parle ici, mais en version très courte, ce que je voulais simplement dire, c'est à partir des personnes immigrantes qui travaillent dans le système hospitalier en France, notamment à Paris, que j'ai mené des enquêtes. Vous voyez, bien sûr, compte tenu de la COVID, les enquêtes sont téléphoniques. Toutes les entrevues ont été faites de façon téléphonique. Et l'enjeu principal était comment est-ce que ces personnes-là, d'origine africaine en gros, et aussi antillaises, en gros, c'est 25 personnes que j'ai pu interroger selon mon réseau. On parle ici de, je dirais, des vigilances communautaires en période de crise. Donc, j'ai eu des informations, j'ai eu je dirais, des données qui montrent en gros que le contexte des crises a été un contexte, je dirais, de pondération, hein, des inégalités sociales de santé, mais ici, des inégalités d'emploi. Vous voyez, parce qu'il s'agit d'une sorte d'application dans le contexte de la COVID des relations de pouvoir. Des relations de pouvoir. Alors, pourquoi est-ce que je parle de réorganisation professionnelle? En fait, la pression pandémique mène les institutions, les services hospitaliers à se réajuster, à entrer dans des stratégies d'action pour s'ajuster. Et donc, à partir de là, bon, fondamentalement, l'ensemble des entrevues montrent qu'il y a des personnes qui avaient déjà demandé pendant longtemps à aller dans certains services, par exemple de la cardiologie en réanimation, et ces services-là ne leur avaient pas été accordés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le contexte de la COVID? Bien sûr, tout le monde est sous pression. Vous voyez, on sort des habitudes. Alors, concrètement, on va observer des cas particuliers, quelques cas d'études qui seront à plusieurs niveaux, au niveau des femmes des ménages, au niveau de certains employés qui étaient dans euh, des services, je dirais, de cardio, pour aller en cardiologie, pour aller en réanimation, et surtout, quelle est la cohorte et les individus qui composent ces mouvements de mutation et comment ce qui est refusé à certaines personnes peut être accepté à d'autres. Donc, en gros, c'est ça l'idée, et montrer surtout que, bien sûr, le contexte de crise est un contexte qui révèle ici des faillites au niveau je dirais, global, gouvernemental, étatique, au niveau communautaire, au niveau familial, au niveau individuel, mais surtout ici, au niveau des institutions
hospitalières. Alors, comme on le sait, c'est la maladie de la COVID-19, c'est à partir surtout du 30 janvier, vous voyez, du 30 janvier que l'OMS va d'abord donner l'alerte, vous voyez, va donner l'alerte et par la suite, à partir du 12 mars, l'OMS va décréter, vous voyez, ce qu'on va appeler les stratégies de confinement au plan mondial et faire suivre toutes les stratégies de financement ou de sources d'aide face à l'adversité. Alors donc, c'est une urgence de santé publique qui est décrétée par l'OMS au plan international. Vous voyez? Et bon, qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour nous qui sommes ici en Amérique du Nord? C'est déjà dans le mois de janvier, c'est aux États-Unis que ça commence, mais il y a une propension, vous voyez, j'allais dire même une propagation de cette pandémie qui révèle un peu comment le vecteur humain, vous voyez, l'être humain par les voyages, par les déplacements, vont mener à des contaminations assez poussées. Alors, finalement, à partir de ce que l'OMS décrète, vous voyez, chaque pays à son niveau, vous voyez, va essayer d'appliquer, prendre des décisions. Et l'essentiel, c'est comment on va identifier des pratiques, des modes d'intervention. Alors, les deux gros modes d'intervention ici qui m'ont intéressé, c'est ce qu'on va appeler les interventions non pharmaceutiques, vous voyez, et les interventions pharmaceutiques. Mais les interventions pharmaceutiques, on va voir qu'il n'y a pas beaucoup d'élan à ce niveau-là, dans la mesure où il n'y a pas de vaccins, il n'y a véritablement pas de médicaments indiqués en tant que tels. Donc, c'est vraiment des mesures sociales, des réponses sociales qui vont être apportées. Et comme on le sait, ces réponses, on les connaît, ça va être finalement le confinement, vous voyez, les fermetures des lieux publics, des lieux de loisirs, à l'exception, et même certaines entreprises non essentielles, comme les gouvernants le diront. Et donc, à partir de là, on va arriver à des mesures, je dirais, encore plus strictes, avec, comme vous le savez, la mise en quarantaine, qui sont des fois obligatoires quand on fait accompagner par de la police, par du contrôle policier, et des fois personnel, autonome. Alors, c'est dans ce grand cadre, on essaie au niveau de chaque institution, de la façon que les États agissent, au niveau de chaque institution, on va essayer de s'approprier les stratégies. Alors, qu'est-ce qui va se passer, surtout au niveau des systèmes de santé, et notamment pour les cas d'études dont je propose la réflexion ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut en gros retenir sur ces pandémies, sur ces pathologies émergentes? Parce qu'au fond, on est tout de même appelé à vivre ce type de pandémie de plus en plus. D'abord, par la volonté humaine, vous voyez, on connaît maintenant ce qui s'est passé avec le SRAS, c'est ce qu'on appelait le bioterrorisme, voyez, mais tous les systèmes d'alimentation aujourd'hui très poussés que les humains embrassent, ça mène à quoi? Ça mène à des niveaux d'émergence bactérienne, virale, microbienne, qui ont déjà eu des effets, des conséquences aux États-Unis et partout ailleurs aussi dans notre monde. Alors, la mise en quarantaine, est-ce que cela peut s'appliquer pour les personnes de première ligne, pour les personnes qui travaillent dans des services hospitaliers? Vous voyez, c'est là l'enjeu. Alors, on verra ici dans ce dont je traite qu'il y a un refus direct
un refus des tests. Parce que si on fait le test et qu'on découvre la personne a le virus, ben, il faut mettre la personne en congé, il faut mettre la personne en absence. En absence. Donc, il va y avoir ici un blocage aussi au niveau des tests, au niveau des institutions, des employés, dans les systèmes hospitaliers dont je traite ici. Alors, les objectifs qui m'ont beaucoup capté, intéressé, avec, je dirais, cette réflexion sur ce sujet, en rapport bien sûr avec la thématique du symposium, hein, sur, je dirais, les, disons, les Africains, les Afro et les Afro-descendants, hein, qui sont d'une certaine façon toujours dans des positions de subordination d'une manière ou l'autre, hein, et comment une situation de crise peut venir renforcer, voyez, cet état de fragilité, hein, qui est déjà là. Alors, l'objectif principal, je veux vraiment décrire, analyser, voyez, la gestion, je dirais, mutante, la gestion adaptative des liens professionnels en milieu hospitalier, voyez, ici dans le milieu parisien surtout. Alors, il y a des sous-points particuliers. Ces sous-points particuliers, il y a d'abord à viser sur la tendance, hein, à viser sur la tendance à une émergence, hein, et sinon à l'émergence des nouvelles pathologies virales et bactériennes, et qui ont comme support de transmission l'animal. Vous voyez, on connaît ce qu'on a appelé ici la vache folle et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, il y a ici un niveau zoonotique, ce qu'on appelle le niveau zoonotique de la contamination, c'est-à-dire de l'animal à l'être humain, et bien sûr les niveaux des vecteurs, les moustiques et autres, et bien sûr l'homme lui-même, l'homme en soi, comme je l'indiquais, par le support des déplacements, des mutations qui se passent à travers, en tout cas qui aident aux contaminations interpersonnelles, intergroupales et intercommunautaires. Alors, il y a un autre point aussi de façon spécifique, hein, c'est mettre en relief les types d'hierarchisation des valeurs. Voilà, quelles sont les valeurs, comment est-ce qu'on ordonne, hein, les valeurs habituelles, comment elles sont ordonnées, comment elles sont reconstruites d'une certaine façon. Je peux parler un peu de l'histoire. On sait que pendant la peste, il y avait toute l'économie avec les routes de la soie. Alors, les gens ont prisé, ont mis de l'avant l'intérêt économique. On connaît aussi la question de la traite négrière pendant la question de la syphilis, et comment il fallait mettre de l'avant l'économie et sacrifier les vies humaines. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, on a observé, qu'est-ce qu'on observe? C'est véritablement la fermeture de certaines entreprises, en tout cas de beaucoup d'activités économiques, et les États aussi qui vont essayer de compenser cela, même sur des individus, même si ces individus-là ne travaillent pas. Alors, ici, on inverse les valeurs. Il y a un coût qui est porté au niveau économique pour protéger la vie humaine. Hein, pour protéger la vie humaine. Alors, il y a aussi cette idée de catégoriser. Je veux catégoriser, hein, toutes les fragilités sociales au niveau, par exemple, des liens que je veux regarder à l'hôpital. Quels sont les différents niveaux, quelles sont les différentes catégories, je dirais même des discriminations, parce que c'est le mot qui est souvent revenu. Vous voyez? Donc, ça, cette catégorisation, comme je vais le montrer tout à l'heure, hein, elle fait partie ici de mes objectifs. Alors, je veux aussi indiquer, hein, la nouvelle conjoncture en milieu, je dirais, en milieu de travail. Cette nouvelle conjoncture de la pandémie, qu'est-ce que ça introduit, hein,
comment ça vient renforcer des dispositifs de discrimination, d'inégalité, je dirais même aussi révéler les faillites de certaines institutions. Et en temps normal, tant qu'il n'y a pas de crise, on ne peut pas savoir qu'il y a un problème au niveau fonctionnel. Je dirais par exemple, admettons, M. Bailly, moi je dis je suis en bonne santé et je marche toujours. Et là, un jour, je fais quelque chose d'inhabituel. Admettons que je veux prendre un autobus et qui est sur le point de démarrer et je cours avec une vitesse insoupçonnée que je n'avais pas l'habitude de mettre de l'avant. Et qu'est-ce qui va se passer le lendemain quand je vais me réveiller? Parce que je viens de faire une sorte d'intrusion. Je viens d'imprimer une pression inhabituelle à mon corps. Alors, est-ce que le matin, je vais bien me tenir? Si je reste dans mon lit parce que mon corps n'est pas capable hein, je dirais, de tolérer hein, la brutalité que je lui ai imposée, je ne peux pas dire véritablement que j'étais en bonne santé. Alors ici, l'urgence sociale, la crise va être capable de lever le voile sur certains dispositifs d'inégalité, je dirais des discriminations, d'inéquité dans les rapports professionnels et comment la COVID, la pandémie va venir renforcer cela. Alors, avant de continuer, je voulais quand même apporter rapidement quelques éclaircissements au niveau de beaucoup de concepts qui sont ressortis dans les entrevues que j'ai menées. Par exemple, la notion de pandémie. Alors, dans pandémie, il y a pan et il y a démos, le peuple. Le peuple ici pense et l'humanité entière, le monde. Qu'est-ce qui tombe sur la tête du monde? C'est comme l'épidémie, épidémos, ce qui tombe sur la tête du peuple, puisqu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades en même temps. Alors, on trouve que quelque chose tombe par-dessus la tête du peuple. Et beaucoup ont parlé de la crise. Bon, une crise, par nature, c'est par définition, c'est quelque chose qui est passager, mais en même temps, qui est là aussi pour servir de déclic, hein, nourrir certaines mutations pour passer à certains états de progrès. Alors, une crise, elle est toujours passagère, mais une crise qui dure, qui devient le normal, c'est une nouvelle façon de vivre qui apparaît et il faut alors découvrir les principes, les lois, les fondements qui président à ça pour faire avec. Alors, il y a la notion de catastrophe qui est beaucoup ressortie aussi. Un catastrophe, K, coupé, un catabolisme, cat, le trophisme tourné. Alors, comment on arrête de tourner, à tourner en rond en fait, hein? On arrête les habitudes, les entreprises qui sont fermées, hein, toutes les pratiques, on est confiné. Alors, ici, il y a la notion d'arrêter comment les choses avancent. Il y a aussi le concept des désastres qui a été beaucoup employé. Bon, dans désastre, vous avez des et puis astre, là, le soleil. Alors, désastre, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'énergie. Alors, le désastre qui est produit ici par la pandémie, c'est comme les gens n'ont plus d'énergie. Quand on est confiné et que les choses ne peuvent plus fonctionner comme il faut. Alors, bon, je voulais aussi à ce niveau parler comment il y a certains marqueurs pandémiques. Et quand on regarde même l'histoire, parce que je disais que l'être humain pouvait être aussi un vecteur. Alors, l'histoire nous apprend par exemple que les anciens Romains, vous savez, quand ils encerclaient des murailles, des groupes qui voulaient détruire, hein, il semble qu'ils catapultaient, ils lançaient par-dessus ces murs-là les corps, des corps qui étaient en décomposition, une façon d'envoyer des bactéries, des virus, d'empoisonner la société en tout cas, qui veulent attaquer, qu'ils veulent détruire. Il y a aussi l'exemple
en 1374 de l'armée tatare. Les Tatars, c'est en tout cas des sortes de Turcs là, vers la Russie, l'Ukraine et autres, qui ont pris les premiers corps décédés de la peste pour venir lancer ça sur une ville de la Crimée. Et beaucoup d'experts pensent que c'est à partir de là que d'ailleurs la peste qui a tué un tiers des Européens s'est répandue, s'est vraiment répandue dans le monde. On connaît aussi ici, pour nous qui sommes en Amérique du Nord, l'histoire de la variole apportée par les Européens et même aussi les Espagnols qui vont donner des couvertures empoisonnées du virus de la variole à des Indiens ici, là, hein, au Canada, là, ce qu'on va appeler la révolution Pontiac, hein, qui va durer 3 ans. Alors donc, le vecteur humain, l'être humain comme un véritable vecteur, c'est quelque chose de déterminant. Bon, au début, j'ai parlé de la syphilis aussi, hein, qui va être, je dirais, propagée en quelque sorte sur la base de maintenir le commerce triangulaire. Et puis, tout près, pas loin, ce qu'on a appelé la grippe espagnole. Bon, grippe espagnole parce que l'Espagne n'était pas en guerre, donc c'était les journaux espagnols qui publiaient, hein, sur le virus parce que les autres peuples, s'ils essayaient de dire qu'ils étaient atteints par la grippe, alors ça encourageait les ennemis à dire, bon, c'est le moment d'attaquer. Donc ça, ce sont des points un peu généraux dont je voulais surtout parler pour montrer comment aujourd'hui ces pathologies émergentes, ces nouvelles maladies sont à la fois l'œuvre humaine, une œuvre animale et beaucoup de vecteurs. Alors, la COVID-19, un migrateur inconnu, voyez, et les milieux hospitaliers. J'en viens maintenant au cœur de ma présentation. Ce n'est pas compliqué. L'adversité est source d'aide. Dans toute situation, face à l'adversité, on a besoin de sources d'aide. Ça, c'est très important. Alors, bien sûr, quand on est démuni, comme la plupart de nos États l'ont été, de nos groupes, de nos organisations l'ont été, on sonne l'alarme, ainsi que dans le domaine, dans le jargon, on appelle le principe de précaution. Au nom du principe de précaution, on va faire des choses des fois inattaquables. Hein. Des fois, on va dire personne ne peut survivre, mais pour élever l'alerte, hein, l'alerte de protection. Alors, bien sûr, l'adversité s'est située au niveau mondial, au niveau des pays, au niveau des régions, au niveau même de la famille et même des individus. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'adversité pandémique au niveau des organisations et notamment les organisations hospitalières. Alors, il y a un enjeu de manque. Vous voyez, c'est un enjeu de manque et de créativité. Le manque, c'est les pressions, je dirais, ce que révèle la pandémie, la maladie, en termes de, par exemple, on a vu le manque de masques, tout modèle de masques, on a vu le manque, je dirais, des respirateurs. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été surpris que certains États qu'on disait des États puissants en tout cas, ont été mis, je dirais, au pied du mur et révélé leur faillite en la matière. Alors, il y a ce que j'ai envie d'appeler ici, c'est quoi une organisation de santé en santé, hein, l'organisation de santé en santé, ou si vous voulez, un hôpital en santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nécessairement, il faudra que cette organisation montre ses ressources, hein, montre sa marge d'articulation. Hein, c'est très, très important. Et ça, c'est ça qui va aller face aux besoins, à la demande des services. C'est ça qui va mener les responsables
ces institutions-là à déployer des stratégies pour mettre à profit toutes les ressources humaines dont ils disposent, même si cela va peut-être aller contre ce qu'on a l'habitude maintenant d'appeler les principes IDI, équité, diversité et inclusion. Donc, dans une organisation en santé, ici, j'ai dit, je vais parler des minorités, mais de quelles minorités je parle? Des minorités véritablement immigrantes. Vous voyez, au Canada, par exemple, on a les minorités officielles, les autochtones, et puis, bien sûr, les immigrants. Mais moi, je dis en gros, on va dire les minorités involontaires et les minorités volontaires. Les Bahis comme moi, on est des minorités volontaires. Parce qu'en venant au Canada, on savait qu'on n'allait jamais être majoritaire. Mais les autres qui sont le fruit de la guerre entre la France et les Anglais et l'Angleterre, ce sont des minorisations involontaires. Alors, les mutations, vous voyez, j'en viens à travers ça, ce que j'appelle les mutations, c'est-à-dire les changements, la dynamique, la pression qui est apportée par la pandémie et la hiérarchisation des valeurs. Alors, là, au niveau de la hiérarchisation des valeurs, j'ai déjà montré au niveau historique comment il y a eu une inversion. On n'est plus en train de prioriser le matériel économique, mais on cherche véritablement à protéger, je dirais, la vie humaine. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer à partir des entrevues dont j'ai parlé? Comment cette hiérarchisation, cette gestion, j'allais dire, des liens professionnels sur la base de certaines valeurs, comment est-ce que ça va se passer? Alors, d'abord, il ressort la fermeture des départements. Des départements, vous savez, la maternité est un département, la gynécologie est un département. Donc, on va fermer certains services pour drainer toutes les ressources humaines, je dirais les ressources aidantes, vers les lieux d'accueil des victimes ou des malades de la pandémie. Alors, ici, il y a le niveau des femmes des ménages. Alors, ici, j'ai eu un cas d'étude où la personne, j'allais dire immigrante, n'a pas eu la protection suffisante. Elle a été contaminée. Vous voyez, elle a été contaminée, elle à son tour a contaminé son mari et le mari en est mort. Et jusqu'à présent, il semble qu'il n'y a pas eu de compassion. Mais quel type de protection qu'on a donné quand on sait que c'est des personnes qui vont aller balayer sous les lits, approcher les chambres? C'était juste ici, selon l'entrevue, des masques chirurgicaux. Ce n'est même pas l'adéquation de protection du corps. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que j'appelle la catégorisation des niveaux de discrimination ou je dirais, de pénalisation de certains individus. Il y a ce niveau-là, la catégorie des femmes des ménages. Mais il y a aussi une personne qui témoigne en disant que j'ai demandé à quitter la cardiologie pour aller en réanimation. Et pendant longtemps, on m'a refusé cela. Ça, c'était bien avant le Covid. Et quelques temps après, il y a une autre personne qui n'est pas immigrante, qui arrive et qui a fait la demande et qu'on envoie là-bas en réanimation. Par la suite, le Covid arrive. Qu'est-ce qui arrive? La personne qu'on venait d'envoyer là-bas, on lui dit de quitter et c'est maintenant, selon le témoignage, moi, la personne à qui on avait refusé d'aller en réa, c'est moi qu'on envoie là-bas. Alors, ça, ce sont des faits. Vous voyez, il y a une autre employée qui dit, bon, j'ai demandé une protection suffisante, vous voyez, en étant même en réa, on m'a dit non, il faut prendre un sac comment on dit ça, le sac de poubelle, sac de poubelle pour vous accommoder, pour vous protéger le corps. OK, la personne dit, j'accepte cela, je prends le sac de poubelle et
quelques 2-3 minutes par la suite, dans le service Réa où j'étais, il y a une autre personne qui n'est pas immigrante qui arrive et qui a l'habillement normal, complet de protection. Je dis, mais pourquoi est-ce que ça se fait comme ça? On m'a dit de m'habiller avec un sac poubelle. Pourquoi est-ce que vous, puisqu'il n'y en avait pas, on dit qu'il n'y avait pas d'habit adéquat, vous avez un habit adéquat. Alors, ça aussi, c'est un fait. Vous voyez? Bon, une autre personne dit, j'étais en surtravail et j'ai demandé un repos. On me refuse le repos. Mais on accorde le repos à une autre personne qui n'est pas immigrante comme moi. Voyez, et qui venait d'arriver. Voilà un autre fait. Alors, bien sûr, ici, il y a l'enjeu du refus des tests, mais ici, ce n'est pas dirigé contre une catégorie d'individus donnés. On refuse ici les tests parce qu'on ne veut pas découvrir que les employés souffrent de la maladie. S'ils souffrent de la maladie, ben, il faut les mettre en congé et ça va faire une diminution au niveau des employés. Bon, l'autre catégorie, ce sont les stagiaires. Bien sûr, la plupart sont en quête de graduation. Donc, il y a déjà un état, un statut de fragilité. Alors, ces personnes-là ont été beaucoup plus poussées à accepter n'importe quelle position, n'importe quelle affectation dans le lieu de travail. Et ça n'a pas beaucoup aidé. Bien, il y a aussi l'effet sur l'affectation des groupes. Vous voyez, il semble qu'on peut envoyer les gens par groupe, mais là, les réponses des enquêtes au niveau des questions, on me dit, bon, on était par exemple 5, mais on était 4 personnes immigrantes et une personne non immigrante. Et c'est comme, ce sont leurs réponses, c'est comme on y met une seule personne juste pour dire que bon, ce n'est pas vous seulement qu'on envoie dans des espaces à risque. Hein. Et souvent, il se trouve que la personne non immigrante ne reste pas longtemps dans ces espaces-là. Alors, quel constat on peut faire? Et ça, ce n'est pas moi qui le dis parce que l'objectivité en matière anthropologique, puisque je suis anthropologue, il s'agit de ne pas recourir simplement à des rumeurs, mais il faut prêter, il faut faire une quête d'informations, il faut obtenir des informations, une quête matérielle des informations qui doivent fonder l'opinion qu'on veut prêter à l'individu donné ou à un groupe d'individus donnés. Donc, tout ce que je dis, c'est véritablement des faits que j'essaie de relater. Alors, le point important, le dernier point, avant que je tire la conclusion, j'ai presque fini, c'est vraiment comment les refus sont encapsulés, vous voyez, dans un argumentaire pour convaincre. Ça, c'est la position de presque tous les répondants ou toutes les répondantes. À chaque fois qu'il y avait un constat des sentiments d'inégalité ou d'inéquité, on trouvait toujours une explication pour faire avaler, pour faire accepter les personnes qui étaient en position de frustration. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment des faits que j'étale là. Je pense qu'on aura l'occasion, lors des débats, des discussions, de revenir à ça. Alors, qu'est-ce que je peux conclure? À ce niveau-ci, j'ai dit que la pandémie est révélatrice des faillites en termes de dispositifs structurels ou occasionnels de protection, en termes de sources d'aide face à l'adversité. Voyez, les États ont manqué les masques et de sorte qu'au début, ils ont dit que non, le masque ne protège pas. Alors, on ne peut pas, vous n'avez pas besoin même d'avoir le masque. Mais finalement, on se rend compte aujourd'hui que quand il y a eu les approvisionnements nécessaires, on impose maintenant le masque, le port du masque. Et ça, c'est très, très important. Alors, toute crise est comme un support d'inventivité, comme je l'ai dit. Toute crise est comme un support d'inventivité parce que ça met une pression et cette pression adaptative permet toujours de renforcer, de se prémunir ou de s'approvisionner en termes de sources d'aide. Alors, l'inscription des principes d'équité, de diversité et d'inclusion, ça participe aussi à la résistance face au virus, de telle sorte que
il est important pour moi d'appliquer les principes EDI dans la gestion des liens professionnels, parce qu'un individu, un employé en quiétude, en sûreté, en confiance, ne peut qu'être performant. J'en ai fini.